Thomas Constantinesco, qui est donc professeur de littérature américaine, 19e dans l'UFR d'études anglophones de cette université. Et Thomas Constantinesco a beaucoup travaillé sur Emerson, mais aussi sur d'autres choses, et je voulais signaler qu'il était l'auteur d'un ouvrage qui est sorti récemment, en 2022, n'est-ce pas? Oxford University Press, Writing Pain in the 19th Century United States. Et donc aujourd'hui, Thomas va accepter donc de participer à cette journée cet après-midi sur le puritanisme pour nous parler des contagions allégoriques je ne sais pas comment tout ça va s'articuler, nous allons le découvrir, Cousin Mother, Hawthorne et Melville. Merci beaucoup Nathalie, merci également à Rémi pour cette invitation. Alors, je voudrais commencer par solliciter par avance votre indulgence pour ce qui va suivre, parce que Nathalie vient de le rappeler, je suis spécialiste ni de religion, ni de la période coloniale, c'est-à-dire au fond ce moment de l'histoire américaine, où toute sa préhistoire, on désigne souvent trop rapidement du nom de puritanisme américain, et moi je me situe ma période à moi, c'est 1620-1750, enfin, la période qui va m'occuper cet après-midi. En partie. Alors, j'ai eu l'occasion de m'intéresser il y a quelques années, en réalité, à cette période de la préhistoire américaine et à sa littérature, à l'occasion d'un volume collectif, qui rassemblait en traduction une anthologie de textes de ces fameux puritains d'Amérique. C'est une édition dirigée par Agnès Deraille. Dans la préface, Agnès rappelait que l'image des puritains d'Amérique qui nous a été léguée a en partie été façonnée par l'historiographie américaine du XIXe siècle, qui a volontiers interprété l'exode hors de l'Angleterre comme le germe d'une émancipation inaugurée dans la vieille Europe par la Réforme, qui culminerait donc avec la Révolution américaine. L'affranchissement de la jeune nation se libérant du joug féodal de la monarchie britannique à partir de 1776 aurait donc été préfiguré par la geste puritaine. Ça, c'est le récit classique. Il se trouve qu'au XIXe siècle, la littérature aussi récapitule à sa façon, sinon la geste puritaine dans son ensemble, au moins les écrits qui s'en sont fait l'écho, car on y repère, comme Pierre-Yves Pétillon nous l'a inlassablement enseigné au fil de ses divers ouvrages, et j'en mets quelques-uns ici, on y repère donc au XIXe siècle la trace de quelques genres littéraires autochtones auxquels a donné naissance le XVIIe américain. Au premier rang, ces genres autochtones, la jérémiade, le sermon sur le déclin, où chaque événement est lu comme un mémorial et une prophétie, c'est-à-dire une récapitulation du passé et en même temps la préfiguration de choses encore à venir. Et ce que recueillent les écrivains du XIXe siècle, qui, à l'instar d'Emerson, mais aussi de Hawthorne, de Melville ou même de Henry James, héritent de ce legs littéraire et rhétorique, et en particulier de la tradition de la jérémiade, ce que ces écrivains recueillent, c'est d'abord l'empreinte laissée par les Écritures et leur exégèse, qui nourrit l'obsession des signes et de leur déchiffrement, dont nous ont parlé Aude et Claire à l'instant, et qui, soit dit en passant, obsession des signes qui sert encore largement de modèle à notre propre désir herméneutique, à notre propre passion de la lecture. Alors, dans le temps dont je dispose aujourd'hui, je voudrais ressaisir quelques-uns de ces échos puritains dans la littérature du XIXe siècle, autour du motif, ou plutôt du trope, de la figure, de la forme peut-être, de l'allégorie, qui est au fond le grand mode interprétatif, le grand mode de lecture des puritains d'Amérique, et où une chose est vue, lue, comme le signe d'autre chose. C'est le principe même des sermons sur le déclin que j'évoquais. Alors, l'objet des allégories qui vont m'occuper en cette seconde partie d'après-midi, c'est la double question de la contagion et du risque, à partir de deux nouvelles. L'une de Hawthorne, Lady Eleanor's Mantle, et l'autre de Melville, The Lightning Rod Man, qui toutes deux, dialoguent silencieusement avec une des figures majeures et en même temps très ambivalentes du puritanisme américain, Cotton Mather, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, je voudrais aussi dire en préambule que ce qui va suivre est le produit d'un travail que je mène depuis désormais environ 1 an dans le cadre d'un séminaire de master autour des récits de contagion dans la littérature américaine du XIXe siècle. J'ai restreint mon ambition ici, à la demande de Nathalie, pour réfléchir à la façon dont ces deux nouvelles, de Hawthorne et de Melville, s'emparent de la question de la contagion et plus largement du risque, tout en faisant retour plus ou moins visiblement, plus ou moins explicitement vers le passé puritain, et plus exactement vers un moment charnière, les années 1720,
où l'orthodoxie calviniste s'efface progressivement pour laisser place à l'idéologie des Lumières. Alors, je commencerai par Hawthorne. Vous avez un portrait fameux ici. Et cette nouvelle de 1838, Lady Eleanor's Mantle, la troisième d'un cycle de 4, intitulée Legends of the Province House. C'est une nouvelle qui paraît pour la première fois dans The United States Magazine and Democratic Review, avant d'être reprise dans une édition révisée et un peu augmentée des Twice Told Tales en 1842. Je résume l'argument rapidement. L'histoire se passe à Boston, au début des années 1920, peu après la nomination de Samuel Chute au poste de gouverneur royal du Massachusetts en 1716. Le récit débute, et vous avez là une illustration qui sert de frontispice à une édition des Twice Told Tales. Le récit débute avec l'arrivée d'une aristocrate anglaise, lointaine parente du gouverneur Chute, dont la beauté n'a d'égal que l'orgueil, Lady Eleanor Rochecliffe. Elle est notamment caractérisée par l'élégant manteau que vous devinez sur l'illustration, élégant manteau qu'elle porte, auquel le titre du conte fait allusion, et dont la rumeur prétend qu'il serait doté de propriétés magiques. Peu après son arrivée, un bal est donné en son honneur, au cours duquel un personnage dénommé Gervase Helwise, qui lui voue un amour inconditionnel depuis leur rencontre à Londres quelque temps auparavant, lui enjoint de boire une coupe de vin, pour démontrer que l'orgueil qu'on lui prête n'est qu'apparence et qu'elle est capable, elle aussi, de sympathie envers son prochain. Lady Eleanor refuse, tout comme elle refuse de quitter son manteau, malgré les demandes répétées de Helwise. Peu après, Boston est frappé par une épidémie de variole, qui touche d'abord les habitants les plus riches, avant de se répandre partout dans la ville. L'origine de la contagion est rapidement identifiée. Il s'agit de Lady Eleanor elle-même et de son manteau. Gervase Helwise réapparaît alors pour se rendre au chevet de la patiente désormais mourante et avant de prendre la tête d'une procession, durant laquelle une effigie de Lady Eleanor, affublée du fameux manteau qu'il lui a discrètement subtilisé, est brûlée en place publique, avec pour résultat de mettre miraculeusement un terme à l'épidémie. Alors avec ce conte, Hawthorne renvoie explicitement à l'épidémie de variole de 1721, la première d'une série qui frappe Boston dans les années 20. Le 22 avril de cette année-là, le HMS Seahorse arrive dans le port de Boston, et vous avez là une vue du port de Boston dans ces années. Il arrive donc, ce HMS Seahorse, dans le port de Boston en provenance des Antilles, avec à son bord plusieurs cas de variole. Des mesures de quarantaine sont prises, mais 9 cas sont malgré tout recensés à Boston le 27 mai, et dès la mi-juin, la maladie a commencé à se propager. Un grand nombre d'habitants choisit de fuir vers la campagne, et pendant plusieurs semaines, l'économie de la ville vacille sous l'effet combiné de la quarantaine, de l'exode de sa population et des craintes que suscite la maladie chez ses principaux partenaires commerciaux. En septembre, on dénombre une centaine de morts, et ce chiffre est multiplié par 4 quand l'épidémie atteint son pic un mois plus tard en octobre. Alors, le récit est manifestement ancré dans le passé colonial, mais l'historicisme de Hawthorne n'est pas exempt d'enjeux qu'on qualifierait aujourd'hui de présentistes, comme le suggère la publication du texte dans la Democratic Review. C'est un magazine qui est dirigé par John O'Sullivan, qui est connu pour son engagement en faveur des idéaux républicains, mais aussi du libre-échange, de la réforme sociale, de l'expansion vers l'Ouest. Pour l'anecdote, c'est dans ces pages que la destinée manifeste trouvera sa première formulation. Alors, à minima, ce contexte de publication laisse entendre que le conte de Hawthorne promeut une vision républicaine, ou à tout le moins anti-aristocratique, à la faveur d'un récit pré-révolutionnaire de pestilence et de destruction, qui se lit comme une mise en garde contre le pouvoir monarchique et comme une justification a posteriori du désir d'indépendance des colonies américaines. De ce point de vue, et très rapidement, le propos de Lady Eleanor's Mantle n'est pas sans rappeler celui d'un autre texte de Hawthorne publié quelques années auparavant, un Kinsman Major Molyneux, dont l'action se déroule un peu après, entre 1724 et 1774, mais qui lui aussi se clôt sur une procession où une figure monarchique est l'objet d'une humiliation quasi sacrificielle. L'argument du conte qui m'occupe cet après-midi rappelle aussi celui d'un roman de Charles Gordon Brown, Arthur Mervyn, en 1799, dont l'action se déroule quelques années avant lors d'une épidémie de fièvre jaune à Philadelphie. Et dans les deux cas, Kinsman Major Molyneux, Arthur Mervyn, la dynamique de la contagion vient allégoriser l'énergie politique révolutionnaire, et c'est un schéma qu'on retrouve également dans Lady Eleanor's Mantle, et j'y reviendrai. Alors, si on s'en tenait là, la variole serait simplement l'instrument d'une allégorie politique assez univoque, le châtiment qui attend celles et ceux qui se rendent coupables d'orgueil aristocratique. C'est une allégorie qui repose sur un schéma narratif assez simple que Priscilla Wald, par exemple, appelle « the outbreak narrative ».
Alors, cet ouvrage-là ne porte pas sur le 19e siècle américain, mais sur la période contemporaine. Néanmoins, le schéma narratif qu'elle met au jour est utile. Et il nous rappelle tous des choses. C'est un schéma qui démarre avec l'identification du patient zéro, ici Lady Eleanor et son manteau, qui conduit, in fine, à l'invention de mesures thérapeutiques. Ici, le sacrifice de son effigie et la destruction du dit manteau, qui permettent la restauration de l'ordre social et sanitaire. Le récit de Hawthorne vient toutefois mettre en doute sa propre structure, car le narrateur insiste sur le mystère insondable qui entoure les origines de l'épidémie, et il rappelle qu'il ne s'agit là que d'une légende. S'inscrit cette nouvelle dans le cadre d'un cycle de 4 légendes, légendes où la santé mentale des personnages n'a rien d'évident. En témoigne Gervase Helwise lui-même, que la fin du conte décrit comme un personnage enfiévré, victime peut-être de la variole qui frappe tant ses concitoyens. Alors, pour démêler cette complication, il faut en revenir, je crois, à la structure allégorique initiale qui entretisse contagion épidémique et contagion révolutionnaire autour de la question de l'orgueil. Dans l'économie du conte, l'orgueil, pride, est à la fois un mal social et politique, d'une part, et d'autre part, la cause d'une maladie physique, c'est-à-dire a plague and a pox, pour reprendre la formule d'un critique hawthornien, Michael Crucial. Or, en posant cette équivalence entre plague et pox, Hawthorne mobilise de fait les ressorts de la théologie puritaine, qui voit la variole, à l'instar d'autres maladies contagieuses et des fléaux naturels en général, comme le signe du courroux divin et la conséquence du déclin moral de la communauté, de sa corruption, sous l'effet justement de son orgueil, c'est-à-dire au fond de son hubris qui l'a conduite à se détourner du service de Dieu pour privilégier la réussite individuelle. Lady Eleanor's Mantle fait ainsi fond sur la relation causale héritée des puritains entre orgueil et épidémie, déclin et contagion, faute et châtiment, tout en montrant que cette relation n'a au fond rien de naturel, mais qu'elle est au contraire le produit d'une codification, d'une construction historique et culturelle. Mais alors dans ce cas, cela signifierait que la faute est celle de la communauté elle-même, et l'arrivée de Lady Eleanor ne serait que le révélateur d'un péché d'orgueil qui ne serait pas tant le sien que celui de Boston et de la Nouvelle-Angleterre. Autrement dit, cette structure allégorique qu'on peut retracer jusque dans la théologie puritaine, en tant qu'elle recentre l'interprétation sur la communauté américaine, ne permet finalement pas de rendre compte de la dimension transatlantique et coloniale ou impériale du récit. Or, les années 1720 sont agitées par la montée du sentiment anti-anglais dans les colonies américaines, à telle enseigne que plusieurs historiens se sont demandé pourquoi, au fond, la Révolution n'avait pas éclaté à ce moment-là, mais seulement 50 ans plus tard. En nous rappelant, d'une certaine manière, que la Révolution a failli se produire dès les années 1720, Hawthorne naturalise sa survenue ou à tout le moins la rend inévitable. Et en ce sens, Lady Eleanor's Mantle prophétise la Révolution et fournit au lecteur le moyen d'en déchiffrer la cause, qui n'est autre que le péché d'orgueil dont se rend coupable la protagoniste, laquelle nous est présentée comme antinomique de l'esprit américain. L'esprit américain qui serait, lui, synonyme de liberté et d'égalité, deux vertus cardinales qui se rassemblent dans l'affect éminemment politique de la sympathie, affect qui serait identifié comme étant proprement américain. Affect qui, du reste, n'est pas totalement étranger au puritanisme, comme le rappelait Aude et Claire, et j'étais ravi de voir surgir la couverture du livre d'Abram Van Engen, Sympathetic Puritans, un livre que j'aime beaucoup, dans leur PowerPoint tout à l'heure. Alors, il y a quelque chose, cependant, de paradoxal ou au moins contre-intuitif à faire de quelqu'un comme Hawthorne un apôtre de l'entreprise révolutionnaire. Et la procession finale éclaire de fait d'une lumière très ambiguë la leçon politique que l'on pourrait tirer du conte. En un sens, la destruction du manteau infecté peut apparaître comme une mesure d'hygiène bienvenue. En revanche, brûler une effigie de son propriétaire devant le siège du pouvoir colonial, la fameuse Province House, est beaucoup plus inquiétant et peut laisser craindre d'incontrôlables débordements à venir. Plus surprenant encore, peut-être, est le fait que le conte passe sous silence un aspect essentiel des épidémies de variole des années 1720. Il s'agit d'une innovation médicale fondamentale qui a contribué à enrayer la progression de la maladie, à savoir la pratique de l'inoculation. Mais surtout, Hawthorne laisse mystérieusement dans l'ombre celui dont le nom est associé à cette découverte, Cotton Mather.
né en 1663, donc mort en 1728, descendant d'une longue lignée de puritains américains. Il est le petit-fils de deux des fondateurs de la colonie du Massachusetts, à qui il doit son nom, Richard Mather d'une part, John Cotton de l'autre. Quelques faits biographiques, bien connus. Il entre à Harvard à l'âge de 12 ans, reçoit son diplôme des mains de son père, Increase Mather, qui est alors le président de Harvard, avant d'être ordonné ministre du culte en 1685 et d'officier aux côtés de son père dans la seconde église de Boston. Sagan Berkowitz, le critique historien du puritanisme américain, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est pas grave, a dit de lui que c'était un puritain primitif dans un Boston en passe de devenir Yankee. A primitive Puritan in a Boston that was becoming Yankee. Ça, c'est, je crois, dans The Puritan Origins of the American Self, ou dans The American Jeremiad, un des deux ouvrages fondamentaux de Berkowitz sur cette question. Et Mather est en fait, à bien des égards, une figure très paradoxale. C'était un gardien du temple, la mémoire vivante du passé puritain de la colonie, mais aussi, et en même temps, un scientifique renommé qui s'est intéressé à l'optique newtonienne, à l'hybridation des semences et donc à la pratique de l'inoculation. Et il fut un des rares Américains à être élu Fellow de la Royal Society en 1713. C'est dire s'il s'intéressa à la fois aux merveilles du monde visible et à celles du monde invisible, pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages paru en 1693, The Wonders of the Invisible World. Et son importance pour la théologie, la science et la médecine puritaine est telle que son effacement dans le conte de Hawthorne ne peut manquer d'interroger. Surtout quand on sait que Hawthorne connaît sur le bout des doigts l'histoire de la période coloniale qu'il entreprend de réécrire dans ses contes à cette époque de sa carrière. Pour essayer de rendre compte de cet effacement, il faut, je crois, reparcourir rapidement le texte de la nouvelle. Lady Eleanor, au tout début, nous est présentée, je l'ai dit, comme l'incarnation même du péché d'orgueil. Et son arrivée est d'emblée interprétée selon une logique providentielle du châtiment. Première de mes citations. Lady Eleanor was remarkable for a harsh, unyielding pride, a haughty consciousness of her hereditary and personal advantages, which made her almost incapable of control. Judging from many traditionary anecdotes, this peculiar temper is hardly less than a monomania, or, if the acts which it inspired were those of a sane person, it seemed due from Providence that pride so sinful should be followed by as severe a retribution. Plus qu'un péché d'orgueil, plus qu'un péché, son orgueil, en fait, est le symptôme d'une pathologie, la monomanie, monomania, qui au XIXe siècle fait l'objet de nombreuses études médicales, je vais y arriver, fatigué, et d'autant de représentations littéraires. Je pense ici au narrateur du Cœur révélateur de Poe ou encore à Cab dans Moby Dick. La monomanie est ici présentée comme une maladie nationale, voire impériale, puisque Lady Eleanor métonise la métropole. Mais en réalité, la colonie bostonienne dans laquelle elle fait son entrée est déjà contaminée, parce qu'elle a reproduit en miniature la structure hiérarchique et aristocratique de la vieille Angleterre. En témoigne la scène d'ouverture du conte, où Helwise se prosterne aux pieds d'Eleanor, tandis qu'elle s'apprête à descendre de la voiture qui l'a conduite depuis le port jusqu'à la demeure du gouverneur, de sorte que le jeune homme lui sert littéralement de marchepied. The pale young man, with his black hair all in disorder, rushed from the throng and prostrated himself beside the coach, thus offering his person as a footstool for Lady Eleanor Rochcliffe to tread upon. She held back an instant, yet with an expression as if doubting whether the young man were worthy to bear the weight of her footstep, rather than dissatisfied to receive such awful reverence from a fellow mortal. Et ça continue. Then, though as lightly as a sunbeam on a cloud, she placed her foot upon the cowering form and extended her hand to meet that of the governor. There was a brief interval during which Lady Eleanor retained this attitude, and never, surely, was there an apter emblem of aristocracy and hereditary pride, trampling on human sympathies and the kindred of nature, than these two figures presented at that moment. Yet the spectators were so smitten with her beauty, and so essential did pride seem to the existence of such a creature, that they gave a simultaneous acclamation of applause. Alors, plusieurs choses m'intéressent ici. La première sont les applaudissements, il n'y a rien, les applaudissements de la populace, qui indiquent à quel point cette populace s'est anglicisée et combien le peuple de la Nouvelle-Angleterre a intériorisé la domination coloniale, ce qui l'associe paradoxalement aux manifestations d'orgueil dont il est la première victime.
La deuxième chose qui m'intéresse, c'est celle des sympathies humaines, human sympathies. Question qui revient dans la deuxième séquence du conte à l'occasion du bal donné en l'honneur de Lady Eleanor. C'est là que, je disais tout à l'heure, Gervase Helwise lui offre de façon ostensiblement théâtralisée ce que le texte nous présente comme la coupe de la communion. Turn him out of the house, cried Captain Langford, seizing Gervase Helwise so roughly by the shoulder that the sacramental cup was overturned and its contents sprinkled upon Lady Eleanor's mantle. Le secrétaire du gouverneur suggère alors que le vin est peut-être empoisonné. Hawthorne laisse entendre que le fléau à venir, cette variole dévastatrice, n'est peut-être pas tant un produit d'importation qu'un virus local. En même temps, l'un des autres personnages présents dans cette scène, le Dr. Clark, a déjà noté la présence d'inquiétants symptômes chez Lady Eleanor. Il parle de a fervent flush and alternate paleness of her countenance. Et ces symptômes semblent indiquer qu'elle a peut-être déjà été infectée avant même le début de la soirée, voire avant son arrivée à Boston. Encore une fois, le conte multiplie les possibilités interprétatives et nous interdit de déterminer avec certitude l'origine de la contagion. S'agit-il du manteau ou du vin, de l'étranger ou du local? Nous n'en saurons rien. Car ce qui intéresse bien davantage Hawthorne, ce sont les effets de la contagion, plutôt que son origine. Paradoxalement, c'est cette contagion qui permet l'avènement de la démocratie radicale tant espérée par Helwise, mais aussi par le Dr. Clark, car la maladie touche tout le monde, sans distinction de classe, de genre ou de race. Le narrateur nous dit à un moment donné, It contagion compels rich and poor to feel themselves brethren. Mais cet égalitarisme enfiévré, cette contagion démocratique qui nivelle les différences, a pour conséquence inattendue de séparer et d'isoler les individus plutôt que de les rassembler, car tout un chacun devient en puissance un vecteur de contamination et donc une menace pour les autres. There is no fear so horrible and unhumanizing as that which makes man dread to breathe heaven's vital air, lest it be poison, or to grasp the hand of a brother or friend, lest the gripe of the pestilence should clutch him. Such was the dismay that now followed in the track of the disease, or ran before it throughout the town. Les frères deviennent des ennemis, tandis qu'au-dessus de chaque porte est hissé le drapeau de la pestilence, the red flag of the pestilence, à mesure que la maladie progresse inexorablement. Comme si le secret de l'inoculation était si bien gardé que personne à Boston n'y avait recours pour lutter contre la contagion. Cette omission de la part de Hawthorne prend tout son sens dans la dernière séquence de la nouvelle, qui continue d'intriquer contagion et révolution après le décès de Lady Eleanor. Et ce sont les dernières phrases du conte. That night, a procession passed by torchlight through the streets, bearing in the midst the figure of a woman enveloped with a richly embroidered mantle, while in advance stalked Gervase Helwise, waving the red flag of the pestilence. Arriving opposite the province house, the mob burned the effigy, and a strong wind came and swept away the ashes. It was said that from that very hour, the pestilence abated, as if its sway had some mysterious connection, from the first plague to the last, with Lady Eleanor's mantle. Le rite sacrificiel semble redoutablement efficace. Mais la prudence rhétorique du narrateur, it was said, as if, cette prudence rhétorique met en doute la causalité historique que le narrateur installe du même coup, reconduisant ainsi pour finir l'ambiguïté même qui avait entouré l'origine de la contagion. Ce faisant, Hawthorne insiste également sur l'analogie entre fièvre morbide et fièvre révolutionnaire à travers l'équivalence symbolique entre le drapeau rouge de la pestilence et celui de la révolution. Et cette dernière scène soulève aussi la question, implicitement, de savoir ce que, dans le Boston des années 1720, on aurait bien pu qualifier de révolutionnaire. Alors, une réponse possible tient précisément à ce que le conte choisit de passer sous silence, c'est-à-dire la pratique de l'inoculation défendue par Cotton Mather. Vous avez là la page de titre d'un pamphlet publié par l'un de ses collaborateurs, A Historical Account of the Smallpox Inoculated in New England, en 1726.
Si l'inoculation apparaît révolutionnaire à l'époque, et si elle suscite, j'ai oublié de le dire, beaucoup d'opposition, c'est d'abord parce qu'elle remet en cause les principes de la médecine puritaine, qui s'articule autour de l'opposition entre la sympathie et l'antipathie entre les corps, selon une logique de l'attraction et de la répulsion que le comte choisit de rejouer sur le plan politique. Pour beaucoup à l'époque, l'inoculation ne relève ni de la sympathie ni de l'antipathie, puisqu'elle ne consiste ni à injecter dans le corps un agent curatif, en faisant fond sur la relation de sympathie entre le corps et l'agent externe, ni à purger le corps de son pathogène, en faisant cette fois fond sur la relation d'antipathie entre le corps et le dit pathogène. Non, l'inoculation consiste bien à injecter dans le corps un pathogène dans le but de causer une infection qu'on espère légère et qui provoquera un choc immunitaire, lequel permettra de constituer une immunité prolongée. En gros, il s'agit d'inoculer un peu d'injecter un peu de virus de la variole en espérant que ça ne tue pas le patient. Pour beaucoup, donc, l'inoculation revient pour le médecin à abjurer le serment d'Hippocrate, qui lui prescrit de s'abstenir de tout mal et surtout de ne jamais remettre à son patient de poison. Même si l'on devine aussi, derrière les arguments médicaux et éthiques, les enjeux de pouvoir que soulève la controverse auprès d'un corps médical peu désireux de renoncer à son autorité. Paradoxalement, ça j'ai peu le temps de rentrer dans le détail ce soir, mais c'est finalement auprès des membres du clergé que Cotton Mather trouvera les plus grands soutiens dans sa croisade en faveur de l'inoculation. Mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse, malgré les dénégations de Mather lui-même, la pratique de l'inoculation ébranle la structure allégorique sur laquelle repose la théocratie puritaine, puisqu'elle s'inscrit en faux contre le dessein providentiel qui fait de la contagion un fléau divin. Et c'est justement cette structure allégorique que Hawthorne choisit de réinvestir dans ses contes historiques, notamment ici, non pas tant pour justifier rétrospectivement le châtiment de la communauté puritaine, coupable d'avoir sombré dans la corruption, mais bien plutôt pour naturaliser la causalité historique qui voit dans la geste puritaine la préfiguration de l'indépendance nationale, tout en maintenant une profonde défiance à l'égard de la fièvre révolutionnaire et du risque que représente toute contagion, qu'elle soit épidémique ou politique. J'en viens maintenant à l'autre texte dont je souhaiterais parler ce soir, une nouvelle de Melville, très courte, The Lightning Rod Man, publiée pour la première fois en 1854, en revue, elle aussi, dans Putnam's Monthly, avant d'être reprise 2 ans plus tard dans le recueil qu'on connaît en français sous le titre des Contes de la Véranda, The Piazza Tales. La scène démarre, le conte démarre, sur une scène d'orage, dans une région de montagne. Ça n'est pas une illustration du conte, c'était juste un tableau vaguement contemporain qui représente un orage. Au cœur d'un violent orage, dans une région de montagne, un inconnu frappe à la porte du narrateur, cherchant à s'abriter de la pluie et de la foudre. Autre tableau du même peintre. Cet homme ruisselant tient à la main une tige de cuivre terminée par 3 pointes aiguës. C'est un marchand de paratonnerre. Il est horrifié de voir son hôte demeurer obstinément sur la pierre d'âtre de sa cheminée, d'après lui, l'endroit le plus dangereux de la maison en cas d'orage. Et la conversation entre eux tourne très vite autour de la question du risque et de sa prévention. Le marchand vante les mérites de sa tige de cuivre, prodigue ses conseils sur les précautions à prendre, tout en sursautant de terreur à chaque explosion de foudre. Sa rhétorique mêle avidement les considérations techniques, c'est la citation de la première phrase en gras, elevation of 5 feet above the house will protect 20 feet radius all about the world, donc considérations techniques, et mise en garde digne, nous y revoilà, d'un prédicateur puritain. Think of being a heap of charred offal, like a halted horse burnt in his stall, and all in one flash. Et le tout donc dans la même réplique. Entrecoupé d'invitations toujours plus pressantes à s'engager dans l'achat d'un paratonnerre et donc à dépenser $20 pour une tige de cuivre. Mais le discours du marchand ambulant, bien loin de convaincre le narrateur, déclenche en lui un accès de fureur. Il cède bientôt la place à l'énoncé serein de son credo.
In thunder as in sunshine, I stand at ease in the hands of my God. Et le conte se clôt sur une scène farcesque qui fait écho au geste buffon du début, salué par le narrateur avec le narrateur avait salué le visiteur, le marchand ambulant, avec une grandiloquence au pointel sarcasme du nom d'illustre Jupiter Tonance. Vous avez ici une sculpture qui se trouve au musée du Prado. Et donc il répète ce qualificatif, le narrateur, à la fin de la nouvelle, au moment d'empoigner le marchand ambulant, soudain métamorphosé en diable, avant de le jeter dehors. Alors, que faire de ce conte? Et quel rapport avec la question de la contagion, me direz-vous? Alors, le conte emprunte très manifestement à la tradition du récit de Cole Porter, The Yankee Peddler Tale, d'un genre comique de Nouvelle-Angleterre, cousin du Tall Tale de l'Ouest, qu'exploitera Mark Twain quelques années plus tard. C'est un genre dont l'humour repose sur l'emphase et l'exagération comique. Il faut dire aussi que Melville profite d'une actualité locale, une campagne publicitaire de vente de paratonnerres dans le comté du Berkshire, où il réside à ce moment-là de sa carrière. Et il profite de cette actualité pour composer un récit donc folklorique et satirique. Et de fait, le conte peut se lire dans le contexte de l'émergence aux États-Unis au XIXe siècle d'une culture du risque, à travers la production et la diffusion d'un ensemble de technologies préventives à l'efficacité plus ou moins grande. Ici, les paratonnerres. Bon, ça, c'est une image tirée d'un traité de parafoudre français des années 1820, mais qui montre bien que le paratonnerre est à la mode. Paratonnerre à l'efficacité plus ou moins grande, puisqu'à un moment du conte, le narrateur fait observer au marchand ambulant que le paratonnerre que ce dernier a installé quelques semaines plus tôt sur le clocher de l'église voisine n'a pas empêché le dit clocher d'être frappé par la foudre et de s'effondrer. Mais la production et la diffusion de ces technologies préventives permettent, in fine, la marchandisation du risque, lui-même devenu l'objet de transactions financières, et c'est bien ça le fonds de commerce du marchand. Alors, ce faisant, le conte renvoie implicitement à une des figures de cette culture du risque en Amérique, Benjamin Franklin, qui fut l'un des inventeurs du paratonnerre, comme on sait, et qui, 100 ans plus tôt, en 1753, recommande précisément dans Poor Richard's Almanac la fabrication de paratonnerres à partir de tiges de cuivre utilisées par les cloutiers. Et pour Franklin, le paratonnerre est l'exemple type de la technologie des Lumières, le signe du triomphe de la rationalité scientifique sur la superstition dans la prévention des risques naturels. Et l'histoire a souvent retenu de Franklin ses diatribes anti-religieuses, et nombre de ses biographes rappellent qu'il s'opposa notamment, par anticléricalisme, à Cotton Mather, au sujet justement de l'inoculation contre la variole. Alors même que, par une ironie tragique, l'un des fils de Franklin, Francis, meurt de la variole en 1736 à l'âge de 4 ans. Dans The Lightning Rod Man, cependant, le scientisme de Franklin, relayé vaguement par le discours du marchand ambulant, est tourné en ridicule en raison de sa prétention à assurer à l'individu une protection infaillible. Il en va de même du dogme religieux qui prétend garantir à l'individu le salut de son âme pour peu qu'il donne des gages de sa foi, en l'occurrence en achetant des paratonnerres que propose de lui vendre le marchand et dont le commerce ressemble furieusement à celui des indulgences contre lequel s'éleva la réforme. J'y reviendrai tout à l'heure. Par la voix du narrateur, Melville énonce au fond un credo autrement plus radical, calviniste peut-être, un credo qui refuse toute médiation entre l'homme et Dieu et affirme une croyance indéracinable dans le bien fondé de l'ordre des choses naturelles, la foudre de l'orage, et surnaturelles, les insondables décrets de Dieu. Et on entend presque dans la formule du narrateur « I stand at ease in the hands of my God » un écho du fameux sermon de Jonathan Edwards qui en parlait Nathalie tout à l'heure, « Sinners in the hands of an angry God » en 1741. Pour le narrateur, en effet, le marchand fait de bonnes affaires avec les peurs des hommes, does business with the fears of men, abusant ainsi de la confiance, confidence, confiance dans la religion comme dans la science,
À l'instar des escrocs qui peuplent le dernier roman de Melville, The Confidence Man, en 1857. De ce point de vue, le conte, de ce point de vue, donc, le conte s'offrirait comme une sorte de parabole du consommateur avisé, où le lecteur, en s'identifiant au narrateur, apprend à discerner derrière le discours profus du marchand le véritable objet de son commerce. Mais cette lecture parabolique ne rend peut-être pas compte de la totalité du projet de la nouvelle, car l'affrontement entre le marchand de paratonnerre et le narrateur est au fond celui de deux positions philosophiques irréconciliables. En effet, le narrateur accuse le marchand de n'être qu'un faux négociateur, false negotiator, un soi-disant envoyé extraordinaire de Dieu sur terre, pretended envoy extraordinary, qui prétend s'interposer entre l'argile et le ciel, between clay and sky, c'est-à-dire entre la créature et son créateur, alors que l'humanité de l'homme se mesure, à l'en croire le narrateur, à l'affirmation de sa vulnérabilité. Ceci rappelle une scène assez fameuse dans Moby Dick, où Achab se fait enchaîner au mât et se dit prêt à tout risquer pour affirmer simplement ce qu'il est, à savoir rien qu'un homme, dont la force procède paradoxalement de la conscience de sa vulnérabilité même. Et qui refuse, donc, pour cette raison, de s'assurer, de s'immuniser contre la peur. Plus qu'une parabole, le conte proposerait donc une allégorie du rapport entre l'homme et Dieu. C'est à ce point, nous semble-t-il, que le conte entre en résonance avec des enjeux théologiques et rhétoriques que l'on peut rapporter à l'époque puritaine, c'est-à-dire à ces années 1720, 30 et 40. À l'époque donc où Benjamin Franklin expérimente ses paratonnerres, mais aussi où Cousin Mather réfléchit à la question des fléaux naturels, plague, et à deux d'entre eux en particulier, la maladie contagieuse qu'est la variole, mais aussi le tonnerre et la foudre. Donc, il se trouve que l'association, ou plutôt l'analogie entre le tonnerre et la maladie contagieuse n'est pas totalement fortuite. J'en veux pour preuve un passage du Journal of the Plague Year de Defoe en 1665, où il établit un parallèle entre les deux. Il rappelle notamment, il affirme plutôt, qu'un individu frappé par la peste meurt de la maladie, tout comme s'il avait été frappé par la foudre. As men are killed by a flash of lightning, dit-il. Si on suit cette logique de l'analogie entre la foudre et la contagion, et si donc la contagion frappe comme la foudre, alors on peut peut-être se protéger de la foudre comme on se protège de la contagion et réciproquement. Au terme de cette analogie, donc, le paratonnerre est à la foudre ce que l'inoculation est à la contagion, pour peu qu'on accepte un peu d'anachronisme, puisque ni l'une ni l'autre n'ont été inventées à la fin du XVIIe siècle. Mais dans les deux cas, du point de vue puritain, donc, le fléau est d'abord compris comme le signe d'un châtiment divin. Et c'est bien ainsi que Cousin Mather interprète la foudre dans ses Magnalia Christi Americana en 1702, dans une section intitulée Seronius, Relating Remarkables Done by Thunder, relation de faits remarquables produits par le tonnerre. Alors, il trouve que Melville fait très discrètement allusion à ce texte de Mather dès la première phrase du conte, quand il situe son récit quelque part dans ce qu'il appelle les monts acrocéroniens, les Acroceronian Hills. Et on peut faire l'hypothèse que Melville réfléchit à la question du tonnerre et de la foudre, du risque et de la protection avec Cousin Mather et au moyen de sa rhétorique, sinon de sa logique. Il se trouve que donc dans ce passage des Magnalia, Mather propose une lecture assez orthodoxe. Il écrit ceci: The thunder awaken you to turn from every vanity to God in Christ, without any delay, lest by thunder itself it come quickly to be too late. Man, what if the thunder should kill thee in the dead sleep of thy unregeneracy? De ce point de vue, l'idée même de chercher à se protéger de la foudre, c'est-à-dire du courroux divin, ne peut relever que du blasphème, et la croyance dans les vertus protectrices du paratonnerre, s'il avait existé à l'époque, de l'idolâtrie. Et c'est bien cette position que défend le narrateur de Melville, notamment lorsque dans les dernières phrases du conte, il compare le marchand non plus à Jupiter Tonans, décidément, revoilà, Jupiter Tonans, mais à une autre figure
Johannes Tetzel, avec lequel il partage les mêmes initiales, Jupiter Tonans, Johannes Tetzel, on le sait, Luther s'opposa violemment dans la controverse sur le commerce des indulgences. Commerce sous origine, la réforme. Mais la lecture orthodoxe des fléaux naturels que propose Cotton Mather à partir du tonnerre et de la foudre est assez difficilement compatible avec sa défense de l'inoculation contre la variole quelques années plus tard. Techniquement, théologiquement, l'inoculation est une forme d'indulgence qui relève également de l'idolâtrie. Faut-il pour autant s'en priver? C'est à ce point que l'humanisme de Mather se heurte sans doute à son orthodoxie et la contradiction, d'un point de vue biographique, est assez difficilement dépassable. Ce n'est toutefois pas ce qui intéresse Melville au premier chef, et j'ai presque terminé. Ce qui retient son attention, c'est plutôt la possibilité qu'offre le langage, l'idiome de l'inoculation, pour penser la question du paratonnerre et, partant, du risque et de sa prévention. Et j'en veux pour preuve la description du marchand ambulant par le narrateur au début du conte. Oups, décidément. Voilà. Ça, c'est la citation. Who has empowered you, Tetzel, to peddle round your indulgences from divine ordinations? Et j'en viens donc à la première description du marchand ambulant par le narrateur, qui est bourré de jeux de mots, assez discret, j'en conviens. His sunken pitfalls of eyes were ringed by indigo halos and play with an innocuous sort of lightning, the gleam without the bolt. Premier jeu de mots, Melville joue, comme du reste Cotton Mather avant lui, sur la proximité phonique, mais pas étymologique, entre innocuous et inoculation. Deuxième jeu de mots, il attire l'attention du lecteur sur les yeux du marchand, nous renvoyons au sens étymologique du mot inoculation, qui désigne dans le domaine de l'horticulture la grève d'un bourgeon ou œil, pareil, tandis que les halos indigo, qui cernent les puits profonds des orbites du marchand, évoquent les aréoles qui se forment autour du site d'incision qui permet l'inoculation. Site d'incision que l'anglais désigne précisément du mot de pit, transformé ici en pitfall. Le lieu de l'inoculation devient le piège même de l'idolâtrie dans lequel a sombré par avance le marchand. L'idiome de l'inoculation donc se propage, ou plutôt contamine le discours du marchand lui-même, qui a pour habitude de prendre son pouls pour déterminer la distance qui le sépare d'une explosion de foudre, et qui évite aussi soigneusement la foule par temps d'orage. Or, c'est là un comportement qui paraît peut-être plus approprié pour éviter la contagion que la foudre, par où Melville suggère à quel point les deux langages, celui de la foudre et celui de la contagion, celui du paratonnerre et celui de l'inoculation, sont interchangeables tant ils reposent sur la même logique. Cette lecture allégorique reste toutefois éminemment problématique, car elle consisterait, si on s'en tenait là, à voir dans la foudre une manifestation de la colère divine et le recours au paratonnerre comme un blasphème, un refus de se conformer aux voies de Dieu, si impénétrables fussent-elles. Elle consisterait surtout, cette lecture, à faire du narrateur le porte-parole de Melville et de ce dernier un turiféraire de l'orthodoxie calviniste au beau milieu du XIXe siècle. Le comique du conte, voire sa bouffonnerie, suggère toutefois que l'ironie de Melville s'exerce autant à l'encontre de son narrateur qu'envers le marchand de paratonnerre. Et au bout du compte et du conte, si nous ne pouvons pas faire confiance au marchand, quelle garantie avons-nous que nous pouvons nous fier au narrateur, qui joue peut-être lui aussi et très habilement sur les peurs du marchand et les nôtres? De rejoindre à Melville, la langue des puritains et ses schèmes allégoriques, comme dirait Pétillon, permettent de représenter et de problématiser la forme de la communauté autant que la relation de l'individu à ce qui lui est extérieur et le menace. Mais surtout, il me semble que cette langue constitue un réservoir de termes et de figures à travers lesquels la littérature américaine du XIXe siècle relie la préhistoire de la nation à son présent pour penser, souvent sur le mode ironique, en tout cas dans ces deux cas, sur le mode ironique, aussi bien les dérives de la fièvre révolutionnaire que l'émergence d'une culture du risque où le commerce de la peur menace de contaminer l'ensemble des relations sociales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas.